Donc oui, c'est ça, il doit y avoir une raison. Vous me parlez de thésaurus, et donc j'avais pas du tout pensé qu'il y aurait des questions à propos de les thésaurus ou la notion de thésaurus. Mais bon, je prends 5 minutes. Donc, comme d'habitude, la réponse est dans Friends. Parce que toute la vie, notre vie, même si on n'est pas américain quelque part, il y a toujours une réponse dans Friends quelque part. Donc évidemment, vous me parlez de thésaurus, immédiatement je me dis « Ah ouais, Joey ». Donc, je viens de le retrouver parce que j'ai tous les scripts de Friends, évidemment, sur mon disque. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Joey, c'est le gars un peu mignon, mais un peu bête, et puis qui ne pense en gros qu'au sexe et à la bouffe. Mais par ça, gentil, mais un peu un dinosaure sur le plan idéologique, notamment dans les rapports hommes-femmes. Et donc il a toujours des problèmes parce que, bon, on peut le dire, il est pas vite, comme on dit au Québec. Donc à un moment, il est... c'est ça, what do you know, I just sell me from donc il a un problème avec une fille comme d'habitude. Et il dit ici, donc il est sur son ordinateur, il doit écrire « Oh, Monica and Chandler's recommendation. I wanted to sound smart, but I don't know any big words or anything. » Donc il cherche des big words. Donc ça c'est intéressant d'ailleurs en anglais. Big words, si on traduit littéralement en français, ça fait gros mots. Mais ce n'est pas du tout le même sens, évidemment. And then Ross, the intellectual, will say « Why don't you use a thesaurus? » What did you just say? You would need a thesaurus to understand what thesaurus means. Donc tout part de là, et il y a toute une histoire. Donc à un moment, il récupère un thésaurus, mais c'est juste avec la lettre Z, ou je ne sais plus quelle lettre, parce qu'il a de l'argent juste pour avoir un volume. Puis finalement, il écrit une lettre, parce qu'il est supposé écrire une lettre pour une sorte de lettre de recommandation pour Chandler et Monica, je crois qu'ils veulent l'adopter. Et là, il utilise son thésaurus pour qu'à chaque fois qu'il donne un mot, comme le thésaurus est incorporé au traitement de texte, il trouve un terme meilleur. Mais évidemment, regardez l'épisode parce qu'à la fin, il y a une lettre complètement absurde. Mais après, si on prend chaque mot, on comprend pourquoi il a pris ce mot-là, etc. Bon, en gros, ça mélange un peu thésaurus et dictionnaire de synonymes. Mais bon, en gros... qu'est-ce que c'est qu'un thésaurus? Bon, le propre du thésaurus, c'est que, bien sûr, il parle des mots, donc je vais utiliser mots, entre guillemets, il parle des mots, mais selon la perspective des concepts. Donc un dictionnaire, si vous voulez, il regarde vers le haut, il regarde vers la production linguistique, vers comment on parle, il vous donne les clés pour exprimer des sens par des unités lexicales, les combiner, donc tout ce qui est les problèmes de phraséologie, de propriété grammaticale, etc. Donc, il est vers le haut, il est du sens au texte, le dictionnaire, un bon dictionnaire. Okay. Le thésaurus, il regarde vers le bas, il regarde vers le monde des concepts, etc. Donc, il vous parle des mots, mais en essayant de vous amener, en fait, à connecter les mots au concept, et donc éventuellement de connecter des mots entre eux, vis-à-vis des concepts. Ce n'est pas tellement l'expression des sens, mais c'est plutôt l'interprétation qui intéresse le thésaurus. Donc déjà, la perspective, elle n'est pas sens-texte, elle est sens-concept. Du coup, on utilise des mots qu'on décrit, et là j'emploie le mot volontairement parce qu'on ne sait pas trop de quoi on parle, est-ce que c'est des unités lexicales ou pas. Et du coup, il va structurer les choses par des concepts, pas de façon alphabétique, déjà. On ne veut pas un truc alphabétique. Donc on veut, au niveau de la macrostructure, la macrostructure est en fait basée sur des concepts généraux. Donc la cuisine, le truc et tout, c'est les éléments de macrostructure. Et c'est là-dessous qu'on va trouver en fait des mots qui sont des unités lexicales. Donc en gros, c'est ça un thésaurus. C'est un peu comme un dictionnaire de concepts, souvent avec un agenda moins clair que les dictionnaires de langue, c'est-à-dire est-ce qu'on est en train de parler du monde, ou on parle des mots en même temps, etc.
Grosso modo, je ne suis pas un grand théoricien des thésaurus, mais grosso modo, c'est ça. Par contre, puisque ça vous intéresse, je vous recommande un dictionnaire absolument génial, donc qui est un dictionnaire, mais qui a cherché d'enseignement de l'anglais et d'apprentissage, mais qui, donc c'est encore de la lexicologie britannique, et qui est tellement innovante, avec des idées tellement brillantes. C'est assez vieux, je pense que ça remonte au début des années 80 ou quelque chose comme ça. Donc leur idée, c'était qu'ils voulaient faire un vrai dictionnaire en utilisant, et c'est Langman, en utilisant leur base lexicographique du dictionnaire Langman, dictionnaire d'apprentissage, donc un Learner's Dictionary, mais en faisant un accès par les concepts. Donc la macrostructure est conceptuelle. Donc vous avez des thèmes, des thématiques, et les unités lexicales sont quand même décrites linguistiquement pour leur emploi, mais on y accède par les concepts. Donc c'est très intéressant, puisqu'ils se sont dit, dans une perspective pédagogique, ce que veulent les enseignants, c'est qu'on part des concepts quand même pour stimuler l'utilisation des trucs, et donc la structure très plate, alphabétique, etc., et arbitraire des dictionnaires, ça ne va pas. Et donc ça s'appelle, pour celles qui ne connaissent pas, donc je pense que c'est toujours... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Ça s'appelle Langman Language Activator. Donc c'est un activator, c'est pour activer l'accès au lexique. Donc il existe en version imprimée, mais surtout, j'ai pas suivi l'évolution, l'histoire de ça, parce qu'il a évolué en fonction des applications pédagogiques. Peut-être même que vous allez m'apprendre en ayant cherché que maintenant le projet lexicographique autour du Language Activator porte un autre nom, ou je ne sais pas. Mais cherchez Language Activator ou Langman Language Activator, et donc il y a aussi des ressources qui ont été développées pour exploiter le Language Activator dans un contexte d'enseignement de l'anglais. Il y a sûrement des trucs un peu équivalents pour le français, je ne suis pas très à jour, mais rien, à mon avis, rien dont j'ai entendu parler qui serait de la qualité du Language Activator. C'est génial, le Language Activator. Donc là, je pense que ça répond aux besoins de, en fait, ce que vous cherchiez pour l'anglais. Pour le français, je ne saurais pas dire. Mais ça vaut le coup de regarder et d'explorer le Language Activator. Et en fait, c'est toujours possible d'utiliser des ressources lexicales et de prendre la perspective du Language Activator pour structurer les choses. Bon, c'est pas un truc parfait ni rien, mais l'idée était intéressante et ça a eu beaucoup de succès dans des écoles, auprès de certains enseignants, etc. Moi, j'avais trouvé ça super. Donc, du coup, c'est pas un thésaurus parce que le but, c'est quand même de faire parler les gens avec des unités lexicales. Le thésaurus, c'est vraiment un truc de décodage par accès conceptuel. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant, mais ça reprend des idées du thésaurus qui sont en fait des idées de macrostructure conceptuelle, au lieu d'avoir une macrostructure qui est purement alphabétique. Ça va-tu? Ça répond à vos... Donc je ne peux pas en dire beaucoup plus, je ne suis pas un grand spécialiste de la notion de thésaurus. Les Français, comment ils font pour trouver des expressions, des parallèles? Parce qu'en anglais, moi, je sais que ça existe. Oui, oui. Depuis des années, en fait, j'avais un thésaurus chez moi. Moi, j'en ai ici. Oui, elle m'a dit. Larus thésaurus, oui, je l'ai. Oui, mais moi, en tout cas, je ne les connais pas. Si c'est fait par des grosses maisons lexicographiques comme Larousse ou Petit Robert, il y a des chances que ce soit intéressant, comme le Langman, c'est intéressant parce qu'en fait, ils utilisent leur base lexicale. Donc, comme je dis, je ne suis pas à jour pour le français, mais c'est ça qu'il vous faut. Ils n'ont pas une version Récente? numérique. Pardon? Ils n'ont pas une version numérique, c'est ça. Du Language Activator? Mais si, ça existait il y a 20 ans. Oui, mais Ça- il n'y a pas de page. Ah oui, mais ça, c'est ça. Je sais que les maisons d'édition, les maisons de dictionnaires
en Grande-Bretagne, mais comme en France et partout, ont eu beaucoup de problèmes financiers. Donc je ne sais pas où ça en est. Mais même la version papier du language, de toute façon vous pouvez trouver des numérisations du language activator. On a scanné et on a mis sur... Ouais, ah, non, il y avait, moi j'ai vu des language activator exercises ou des trucs comme ça. Je l'ai vu il y a 20 ans. Je pense qu'il faut se mettre sur un des sites associés et c'est par ce site-là que tu peux... Ouais, mais je peux garantir qu'il y a eu du développement et ça s'appelait même, bon, à l'époque c'était sur des CD, ok, donc ça remonte à longtemps, à loin, mais ça existe. Faudrait voir auprès... Acheté le 4 juillet 95. Ah, des idées, oui, des idées aux mots, des mots aux idées. Ouais, c'est structuré un peu comme le language activator, ouais. Mais fait par Larousse, du coup, c'est ça, j'appellerais pas ça un thésaurus. Parce que les vrais thésaurus, c'était pas vraiment des projets lexicographiques. Et donc ça va au-delà. Je dirais pas que le language activator est un thésaurus. C'est un dictionnaire structuré. En fait, j'aime pas d'ailleurs le terme de trésor ou de thésaurus. C'est un terme que j'aime pas trop. Parce que le lexique, c'est pas un trésor. Un modèle du lexique, ça devrait pas être un trésor. Parce qu'un trésor, on le cache. Un trésor, on le cache, on le vole. Il est difficile d'accès. Il est réservé à un petit groupe de privilégiés qui vont avoir le trésor. Et c'est un truc qui bouge pas. Donc, ça a toutes sortes de connotations que personnellement, j'aime pas dans un contexte lexicographique. Donc, j'aime pas le terme thésaurus, j'aime pas le terme trésor non plus. Mais bon, c'est un peu idéologique quelque part, mais bon, j'ai des raisons. Bon, donc on en était là. Donc si on regarde maintenant avec cet œil nouveau, pourquoi la poubelle a disparu? Ah ok, d'accord. Donc si on regarde avec un œil nouveau, de façon toute bête, on voit bien que dire quelque chose à quelqu'un, c'est le genre prochain, et tout le reste qui suit, c'est les différents spécifiques, c'est ce qu'ils ont voulu faire, c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qu'ils appliquent pour la plupart de leurs définitions. Donc on va faire une petite analyse critique de 2 définitions de susurré, qui vont recouper en fait un peu l'intuition de ce que vous aviez dit. Donc, on reprend le Larousse. Donc, dire quelque chose à voix basse dans un murmure. Composante centrale, dire quelque chose à quelqu'un. Une première composante périphérique à voix basse. Et 2 autres dont on ne sait pas trop leur rapport, etc. Mais clairement, on voit qu'il s'agit d'une autre composante. Ils veulent parler d'un autre type de caractérisation. Alors là, ça vaut le coup de comparer avec le TLFI, parce qu'en fait, ils ont un petit peu chacun une part de la vérité. Mais la définition du TLF, moi, je la trouve très bonne. D'ailleurs, c'est la lettre M, donc ça coïncide un peu avec ce que je vous avais dit. Murmurer doucement avec une voix légèrement sifflante. Donc, murmurer, composante centrale, doucement, première composante, avec une voix légèrement sifflante. Donc là, on voit clairement à quoi servent chacune des composantes. Là, ici, elle nous parle de l'intensité. Et ici, elle nous parle de la qualité sonore ou de la nature vraiment sonore de la communication. Et puis, il y a quelque chose de super intéressant, regardez, la composante centrale. Murmurer. Donc, ils font l'hypothèse, ils enlèvent dire, et ils ne mettent pas murmure, chuchotement, pardon, pas murmurement. Ils disent, murmurer, c'est la composante centrale de susurrer. Et donc, si on susurre, on murmure.
Si je susurre quelque chose à quelqu'un, je le murmure, ce qui veut dire déjà beaucoup de choses. Donc, et puis, le doucement, du coup, c'est murmurer, c'est à voix basse. Mais le doucement, ça fait référence, ça accentue un peu ce à voix basse, mais c'est vrai, c'est la modalité dont on le fait. Je peux murmurer quelque chose de façon agressive, par exemple. Je peux murmurer, ce sera à voix basse, mais il peut y avoir quand même du rythme, et puis je peux le murmurer très vite. Sors d'ici. Mais chuchoter, susurrer, il y a cette idée qu'on distille l'information. Donc c'est une super belle définition, super bonne. Elle présuppose, donc murmurer, ce serait le genre prochain. Il est sémantiquement très proche de susurrer. C'est vraiment un quasi-synonyme. Donc c'est un synonyme inclus. Pas qui inclus, c'est un synonyme inclus, pris comme genre prochain, avec ces deux différences spécifiques ici. C'est beau. À partir du moment où on a passé du temps sur l'autre, on regarde celle-là. Alors, un truc qu'on peut apprécier aussi, c'est qu'il n'y a pas d'énumération. Une énumération dans une définition, c'est très problématique. C'est qu'on ne sait pas quoi faire, en fait, en général. On peut énumérer des quasi-synonymes, des fois, au lieu de définir. Ce n'est pas une définition. Et puis là, ils énumèrent, et en fait, et je te jette ça, et je te jette ça, débrouille-toi. Donc c'est une façon, pour la personne qui explique, en fait, de ne pas expliquer, de dire démerde-toi avec ces termes qui sont là, connectés, mais je ne t'explique pas vraiment. Je perds le contrôle quand j'énumère dans une composante comme ça. Donc il faut faire très attention. Est-ce que c'est « et » ou est-ce que c'est « ou » par exemple? Dans un murmure ou un chuchotement, ou dans un murmure et un chuchotement. On doit décider. Mais juste énumérer comme ça, on ne sait pas ce qu'on dit. Okay? Là, on n'a pas aucune énumération. C'est textbook comme définition. Par contre, ici, celle-là a quelque chose qu'elle n'a pas. C'est, vous avez le Y, vous avez le Z, et le X est implicite, parce que c'est le sujet du verbe. Cette définition-là ne présente pas la structure actentielle. Donc, celle-là, très bonne au niveau d'identification de composantes, on peut critiquer, mais en fait, dire que la voix est sifflante, hein, peut-être il manque des choses, mais par contre, péché mortel, la connexion du sens avec le comportement de l'unité lexicale dans la phrase n'est pas assurée. On ne vous dit pas que c'est un prédicat sémantique à 3 accents. Tandis que celle-là vous le dit. OK? Mais, par exemple, au théâtre, il y a la possibilité qu'un protagoniste pense à quelque chose et ce à quoi il pense, eh bien, il le dit à part. Hein? Oui, et comme ça, il fait comme ça. Non, mais pas vraiment. Ah, ok, il ne fait pas le geste. Mais il a peut-être le dos tourné aux autres et il le dit parce que les spectateurs doivent le savoir. Et là, il va le dire à voix basse, bien en modulant quand même sa voix pour faire comprendre qu'il ne s'agit pas de ces autres personnes sur scène comme les destinataires. Et dans ce cas-là, on murmure sans vraiment, c'est-à-dire il le dit, il se le dit, mais les spectateurs le savent. Oui, mais il faut voir si c'est un murmure. Parce que dire à voix basse, c'est pas la même chose que murmurer. Donc un metteur en scène peut lui dire « Non, non, dis-le à voix basse, mais ne le murmure pas. » OK? Exemple, on va dire, si je dis, donc les acteurs sont là, et moi je me tourne vers le public, je dis « Martine dit vraiment n'importe quoi. » Je murmure pas. Et si je dis « Martine dit vraiment n'importe quoi. » Avec la gestuelle en même temps. Donc le metteur en scène peut tout à fait dire à l'acteur, et l'acteur, s'il est bon, il doit pouvoir le faire, tu chuchotes, tu murmures, etc. Et c'est pas pareil. Ou tu susurres, et quand tu susurres, il va falloir pouvoir... On peut faire semblant de chuchoter, mais en fait parler assez fort pour que les... Ah ben, il faut de toute façon que les spectateurs entendent. Donc c'est toujours à voix basse relativement à, mais... Donc, en fait, il nous faudrait une espèce de mélange des deux. Il faut ça et ça.
Mais c'est pas tout, on a parlé de quelque chose. Parce que là, il parle que la voix est légèrement sifflante, mais en fait, c'est pas si important qu'elle soit sifflante. C'est presque avec une certaine intention, la voix sifflante étant un peu le reflet de cette intention qu'on peut avoir. Ok ? Comme de dire qu'il lui a sifflé à l'oreille. Parce que le sifflement est associé, en français au moins, à l'idée de un truc qu'on fait à quelqu'un. Un peu comme la fameuse allitération « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» okay. Y a quelque chose qui est associé à ça. Donc ici, on a l'introduction de la valence, et ça nous plaît bien, et c'est fondamental. Reformulons la définition de susurrer de la façon... Ah oui, l'article de 2018, il est sur la définition. L'article sur la polysémie, c'est peut-être pas... Je l'ai écrit tout seul comme un grand, celui sur la polysémie, et je ne sais pas de quel... si c'est, peut-être c'est aussi 2018 ou 2017, je ne sais plus. Donc ça, c'est l'article qui est paru en Corée, là, c'est le Journal of Cognitive Linguistics, je ne sais pas, qui est disponible en ligne, où on a une version française de cet article, mais après on a fait une version anglaise, développée, corrigée, c'est mieux de prendre la version anglaise. Donc, comment on fait ? D'abord, notre définition devra être, pas au niveau de la paraphrase elle-même, mais déjà de la structure de la définition. On veut deux parties. Une partie qui est ce qu'on paraphrase. Et ce qu'on paraphrase, c'est une expression qui rétablit la structure actentielle. Donc, notre définition qui est là, ça va être une paraphrase de ça. Et on ne paraphrase jamais un prédicat ou un quasi-prédicat tout seul. On paraphrase une expression nominale, adjectivale ou une phrase pour un verbe avec les positions actentielles. Donc notre définition, notre paraphrase va paraphraser cette première partie qui est fondamentale, X susurre Y à Z. Donc qu'est-ce que ça veut dire susurrer ? Quelqu'un susurre quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que... Voilà. Donc c'est la première partie. On l'écrit en italique parce que c'est une façon de dire, en fait je suis en train de te paraphraser une expression. Ok ? Donc c'est une façon de dire, c'est de la langue. Et donc ça s'appelle, c'est des termes, ils existent toujours sous forme latine parce que ça remonte à des traditions des fois un peu anciennes. Donc ça s'appelle le défini, ce qu'on définit, ou definiendum, qui veut dire ce qu'on définit. Ok ? Et ensuite, on a la définition, la paraphrase elle-même. La composante centrale, X sur Y à Z, moi I buy it. X murmure Y à Z, ça me plaît. Avec une voix légèrement sifflante, ça me plaît aussi, je le récupère, et ça, donc c'est la qualité, parce que justement, c'est, comme vous l'avez noté, c'est onomatopéique, un peu susurré, et donc on l'associe à un timbre de voix, à un type de voix, une texture, de voix particulière. Et ça, je rajoute ça. Donc, X murmure Y à Z pour produire un certain effet sur Z. J'ai regardé si on pouvait être plus spécifique. Est-ce que c'est des choses méchantes ou nuisibles qu'on dit ? Je ne sais pas, j'aimerais le préciser plus, mais ce n'est pas nécessairement une méchanceté qu'on susurre. On peut susurrer des mots doux. Mais si on susurre des mots doux par rapport à murmurer des mots doux, c'est qu'on dit des mots doux, on dit « Oh, qu'est-ce que t'es belle à voir » ou « On est bien avec toi ». Mais si on le susurre, c'est qu'on cherche à... C'est un peu insidieux. On dit la chose avec une intention de faire passer quelque chose. Ça peut être gentil, mais insidieux quand même. Okay ? Donc c'est une composante importante. Et en fait, je ne dirais pas plus parce que... le fait que c'est un peu lent et tout, je pense quand même que ça suffit comme ça. Donc je me vois le doucement, je l'écarte parce que j'ai du mal à voir clairement. Et le fait que c'est à voix basse, c'est murmurer. Donc on n'a pas besoin de le spécifier. C'est déjà inclus dans murmurer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le définissant, ou le definiens. C'est la paraphrase elle-même.
Donc ça, c'est ce qu'on paraphrase. Et quand vous devez improviser une définition, c'est bien de commencer par le definiendum. En fait, en gros, je récupère la structure actantielle parce que presque toutes les unités lexicales sont prédicatives. C'est des prédicats ou des quasi-prédicats. Et une fois que vous savez ça, ça vous guide sur quoi dire. Composante centrale, composante périphérique. Et ça, c'est une définition assez simple. X sur Y à Z, X murmure Y à Z, avec une voix un peu sifflante, puis comme pour produire un certain effet. On peut le dire à un enfant de 5 ans, il n'y a aucun problème. Ça marche. Alors, elle est peut-être pas bonne, la définition, il y a peut-être des erreurs et tout, mais bon, c'est un bon point de départ. Elle n'est pas plus compliquée. Et moi, j'aime beaucoup avoir une mise en page pour les définitions. On n'est plus dans les dictionnaires imprimés. Le fait d'avoir une mise en page qui montre la composante centrale, puis ensuite des listes, en français on dit apus, bullets en anglais, donc des listes qui énumèrent, où on identifie clairement chaque composante périphérique, c'est bon. Ça va ? Donc maintenant vous savez ce que ça veut dire susurrer, à peu près. Mais tant que vous savez comment, pas vraiment comment on l'utilise véritablement, c'est quoi les collocations, etc., on n'est pas sûr. Donc, j'avais prévu que pour la deuxième partie, justement, on voit les choses un peu pratiquement. Et comme il y avait notamment des questions aussi sur la méthode de travail, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir les définitions du point de vue de la façon dont on peut déjà les formaliser. Parce que vous voyez, pour moi, ça c'est une définition formalisée, mais c'est quasiment vulgarisé en même temps. Ça veut dire on peut avoir un dictionnaire grand public où on présente les choses comme ça. Je vous signale d'ailleurs que, encore une fois, lexicographie britannique, le Cobalt Dictionary, donc commencé sur les projets de Corpus Bolt Dictionary, donc Sinclair et compagnie, donc années 70, tout ça. Si vous regardez comment ils définissent, par exemple, comment ils définiraient to insult, ils ne définiraient pas comme ça brutalement. Ils diraient when someone insults someone with something. Donc, ils donnent le défini, ils rétablissent la structure actantielle. He or she, bla 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 bla, this person, this someone, bla bla. Donc, ils commencent toujours par le défini et ils donnent le définissant. Et ça, la structure de la définition, c'est when, bla bla bla, et là, on rétablit les... Bon, évidemment, ils n'utilisent pas de variables et tout. Et ensuite, ils donnent... Parce que le Cobalt s'intéresse beaucoup à la combinatoire des unités lexicales. Ils indiquent même le régime syntaxique dans la marge, etc. Et donc, ils savent bien qu'il faut introduire les actants des prédicats. Et donc, et moi, je trouve que ça, c'est quasiment plus lisible que, évidemment, comme le Cobalt, originellement, il était fait pour être publié, imprimé. Quand on prend toute cette place pour faire une définition... pour un dictionnaire un peu complet, en version imprimée, c'est énorme, mais c'est fini ça maintenant. On peut imprimer une page ou deux, mais le dictionnaire est électronique avant tout. Okay, on ne coupe plus des forêts pour faire des dictionnaires. Ok, donc on peut regarder par exemple donc comment nous on définit. Et je ne vais vous le montrer pas avec le nouvel éditeur en développement qui est tellement plus beau, parce qu'on n'a pas encore implanté la façon de formaliser une définition. Mais notre définition qui est présentée est semi-formelle, mais on peut vraiment, comme c'est de la lexicographie formelle, l'encoder vraiment en détail. Par exemple, la définition que je vous ai montrée réifie le fait que ça c'est une composante et ça c'est une autre, mais il ne dit pas à quoi elle sert cette composante. Elle ne classifie pas la composante en disant ça c'est le but de la chose, ça c'est la cause de la chose, ça c'est la modalité d'exécution de la chose. Ça n'apparaît pas ici, mais ça ne nous empêche pas de l'encoder si on veut l'encoder. Donc ça c'est ce qu'on fait
Mais encore une fois, on a très peu défini, sauf par exemple pour la chimie. Tous les termes de chimie traités par Paulina Michael ont leur définition. Mais donc je vais vous montrer avec l'ancien éditeur. On va regarder sentiment. La polysémie de sentiment est intéressante. D'ailleurs, peut-être pour la polysémie de sentiment, on peut vite fait aller dans Itsy Bitsy. Parce que on prend sentiment ou émotion comme quelque chose d'acquis, il n'y a pas de problème. C'est quoi la différence de sens entre sentiment et émotion? Et c'est quoi les différents sens de sentiment? Donc beaucoup de gens qui parlent de ça lancent les mots émotion, sentiment, mais sans avoir vraiment... C'est des vocables du français. C'est du français, sentiment, émotion. Si on se situe en anglais, il faut parler de emotion, feeling, etc. Sentiment, ça existe aussi comme terme en anglais. Il faut avoir une perspective là-dessus. Qu'est-ce qu'on utilise? C'est quoi le sens? Et c'est quoi les différents sens de ces termes? C'est pas aussi évident la différence entre sentiment et émotion. Je le dis parce que c'était assez amusant. Il y avait des enseignants, des collègues qui étaient dans le domaine de l'enseignement du français qui ont critiqué ma doctorante quand elle a fait une présentation parce qu'elle disait « Pourquoi vous parlez de sentiments? C'est des émotions, c'est pas des sentiments. Le lexique des sentiments, c'est des... » Et donc ça n'a pas de sens, tout le monde sait bien que... Puis c'était complètement faux parce que par exemple, on ne peut pas dire que le doute, c'est une émotion. Cette émotion, on ne peut pas... Le génère de doute, c'est pas émotion. Peur, on peut dire qu'il a comme générique émotion, mais doute, non. Alors que c'est, on peut dire un sentiment de doute. Donc on peut dire un sentiment de doute, on peut dire un sentiment de peur. Mais si vous ne travaillez que sur des émotions, vous ne pouvez pas vous occuper de doute, par exemple. Émotion, c'est beaucoup plus spécifique que sentiment. C'est un type de sentiment. Il faut y réfléchir, il faut penser, même par exemple, quand on analyse la polysémie d'émotion, on s'aperçoit que émotion qui là est utilisée, qu'on utilise en général, quand on dit le lexique des émotions, ce n'est pas l'unité lexicale de base du vocable émotion en français. Ah, c'est parce que ça, c'est toute la nomenclature. Donc ça commence, on a une entrée pour 10, on a une entrée pour 10 000, pour X raisons. C'est parce qu'on doit avoir une locution qui contient 10, donc on a fait l'entrée pour 10. Mais je vais le mettre tout de suite. Commençons justement par émotion, parce qu'en fait, ça, c'est important. Et je suis sûr qu'en tant qu'enseignant du français, etc., regardons le vocable émotion. L'unité lexicale de base de émotion n'est pas la lexi-émotion quand on dit le lexique des émotions. L'unité lexicale de base, c'est celle qui a pour A1, donc ému, quelqu'un d'ému. Mais quelqu'un d'ému, ce n'est pas quelqu'un qui éprouve une émotion dans l'autre sens. La peur est une émotion, il est ému. Non. L'unité lexicale de base de l'émotion, c'est comme l'émotion m'a saisi tout à coup. Je suis submergé par l'émotion. C'est plutôt défini singulier et je suis ému. C'est le sens, l'unité lexicale de base. Et les émotions, c'est un type de sentiment et c'est dérivé de ce premier sens de émotion. Voilà, donc là vous avez des exemples. Sylvie, je ne peux pas te dire je ne peux pas. L'émotion lui brisait la voix. C'est en fait un état psychique particulier, etc. En fait, c'est un nom de sentiment. C'est un nom de sentiment. Et il y a eu une extension de ce sens-là pour dénoter des types de sentiments plutôt intenses et plutôt soudains. Et donc, ce pouvait être à la rigueur un sujet de discussion détaché de tout affect, un autre thème générique. Jamais une rencontre, même ablution, à travers des mots et des émotions. Là, on parle d'autre chose, on ne parle pas d'un type de sentiment. Un sentiment donné, l'émotion. Je suis ému, l'émotion me submerge. Ça, c'est un sens. Et la peur, la frayeur, tout ça sont des émotions qu'il faut pouvoir contrôler.
Ça, c'est un autre sens de l'émotion. C'est une nuance, ça a l'air assez subtil, mais quand on regarde bien le comportement, ce n'est pas du tout les mêmes unités lexicales. Et étonnamment, l'unité générique, pour une famille de sentiments, l'unité générique, c'est pas l'acception de base. L'acception de base, parce que comme on le sait, on regarde les dérivés sémantiques, etc. C'est elle qui dérive, c'est elle qui contrôle. C'est ému, c'est quelqu'un qui éprouve ce sentiment, qui ressent l'émotion. Donc c'est un type de sentiment qu'on appelle l'émotion. Donc c'est vraiment intéressant et il faut faire attention. Et justement, pour sentiment, du coup, on a aussi une polysémie assez redoutable en français pour sentiment. Par contre, le terme générique sentiment qu'on utilise, c'est bon, c'est cool, c'est l'unité lexicale de base. Mais la polysémie de sentiment que nous, on a identifiée, c'est ça. Donc, il y a quand même 5 sens de sentiment. Et vous voyez, les numérotations, elles indiquent qu'il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de gros machin. Ils sont très proches. Et donc, c'est difficile, mais ils existent. Eux, ils devaient bien rire et de temps en temps, ils devaient éprouver un sentiment de culpabilité. Ce sentiment, c'est le terme générique. Il prend comme complément le nom de sentiment pour faire une paraphrase. Donc, je peux dire mon amour, mon sentiment d'amour, ça veut dire la même chose. Donc, c'est un terme générique qui admet cette structure, c'est très prototypique. Il hésitait à lui déclarer ses sentiments. Ça, ici... non, pardon, oui, il hésitait à lui déclarer ses sentiments. Ici, c'est un type de sentiment 1A quand on dit ça. C'est pour ça qu'on a mis une spécialisation. Ça a à voir avec le fait d'être attiré par quelqu'un. Donc, c'est un sentiment 1A au sens... Et quand on regarde comment ça se comporte, ça a vraiment son réseau lexical. Donc, c'est une spécialisation. C'est difficile à... Mais quand on a discuté, par exemple, avec Véronica Lux, pour Gondala, a beaucoup travaillé avec nous pour la partie française et tout, puis elle voyait bien, elle dit, il y a un sens ici, c'est spécial, mais comme c'est une spécialisation, c'est souvent difficile à distinguer. Et on voit qu'il a son propre réseau sémantique. Donc ça, au pluriel, c'est une métonymie, seulement animée par l'amour, les grands sentiments, le cœur et la passion. Et donc les sentiments, et donc c'est au pluriel, c'est en fait, ça s'oppose à la raison. Il y a la raison et les sentiments. Donc c'est, on peut dire aussi les affects. Donc c'est encore un autre sens. Mais à chaque fois que je le rencontrais, j'avais le sentiment d'être. Voilà. Le sentiment de quelque chose, c'est en fait l'impression, le quasi-synonyme, c'est l'impression, l'idée qu'on se fait que. Ça ne veut pas du tout dire sentiment au sens 1A. Donc c'est vraiment une extension. Je n'ai pas besoin de t'écrire à ce point, je partage vos sentiments sur certaines questions. Un sentiment à propos d'eux, c'est vraiment une opinion. Vous voyez à quel point tout est proche ici? C'est très difficile le vocable sentiment en français. Et donc, on en a besoin parce que c'est un générique sentiment. Mais il faut savoir où il se situe. Et ensuite, après, il faut définir sentiment. Parce qu'un sentiment, c'est un état psychique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est une unité lexicale, elle est très haut, c'est un générique très haut. Mais quand même, ce n'est pas aussi haut que état. C'est très difficile de définir état, mais sentiment, on doit pouvoir le définir. Donc, je vais vous montrer la définition qu'on a proposée pour sentiment. Bon, en fait, on arrêtera après là. Et comment on peut l'encoder? Donc là, j'utilise le vieil éditeur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai appuyé sur la mauvaise touche, excusez. Donc il est moins beau, mais au moins... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal... C'est tout petit. Ah oui, j'ai mis ça au lieu de mettre... Dans cet éditeur, il faut mettre le pourcentage. Ça veut dire tout ce qui commence par sentiment. OK. Donc, prenons sentiment 1A, qu'on a quand même pas mal décrit. Alors, si vous voulez, dans cet éditeur et dans Itsy Bitsy, ce sera un peu la même chose. Au niveau de l'édition, parce que j'avais des questions sur l'édition aussi, comment on fonctionne, on a comme quelque chose en deux parties ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la vue article.
c'est une représentation textuelle de ce qu'on encode. Donc par exemple, on voit la définition ici sous une forme textuelle. Et tout ce qu'on a en bas, c'est ce qui nous sert à tisser des liens, à encoder les choses. Donc par exemple, ça, sentiment est non masculin. Si je veux dire que ce non masculin, il est vulgaire, par exemple, ben, je vais récupérer la marque d'usage vulgaire et puis il est devenu vulgaire. Okay, donc toute cette, vous voyez apparaître ici, donc toute cette partie-là sert à encoder les propriétés du nœud lexical, tisser des liens, etc. Même les caractéristiques grammaticales et les marques d'usage, c'est des caractéristiques grammaticales parce que ça contrôle la combinatoire. Ça s'encode avec ce qu'on a là, ici, en dessous. Donc, et les fonctions lexicales, par exemple, ici, c'est comme ça qu'on les encode. Donc, ici, on a un synonyme plus riche qui est émotion 2. Donc, vous voyez, je vous ai dit, ce n'est pas l'unité lexicale de base. Et puis, des synonymes à intersection, affect, sensation, état émotionnel, des génériques. Donc, si on veut rajouter quelque chose, par exemple, donc j'ouvre ma sélection de synonymes, et je vais chercher un nœud de mon réseau. Donc si je veux dire que banane, c'est un synonyme de sentiment, ben, je vais chercher le nœud banane s'il existe. Et banane. Et puis voilà. Et donc il n'y en a qu'un. Mais là, je suis en train de chercher une cible. Donc vous voyez, quand on fait un réseau lexical, quand je vous dis c'est que de la médiostructure, je ne peux pas dire que banane est un synonyme de sentiment si banane n'existe pas. Et quand je fais ça, moi, le lexicographe, je peux ouvrir le nœud dans une fiche lexicographique, ce qui me permet de voir ce qu'il y a dedans, éventuellement même de le modifier. C'est les gens que j'ai formés à cette lexicographie-là, en même temps qu'on développait l'éditeur, ils devenaient addicts à ça. C'est plus qu'un jeu, c'est comme... C'est pas du travail, c'est vraiment le fun parce que on sent qu'on navigue dans le lexique de la langue et l'ergonomie de l'éditeur est vraiment tellement bonne. Et donc on fait ça et puis là on est content, on a dit que, et je peux même dire que c'est un synonyme d'une famille différente. Et donc on a encodé cette relation de synonymie et la vue article peut nous visualiser. Donc si je sauve ça maintenant dans le réseau lexical, après si on le visualise, on verra que banane s'est rapproché de sentiment, on aura plein de fruits autour des sentiments, ce qui évidemment sera absurde. Donc, vous comprenez, là ici on édite, et ici on nous visualise ce qu'on a mis. Okay, pour le lexicographe, donc c'est technique, c'est pas grand public. Mais c'est comme une page de dictionnaire, c'est textuel. Okay, c'est pour ça que cette lexicographie-là, c'est la lexicographie des dictionnaires virtuels. Il y a une infinité de dictionnaires possibles dans le réseau lexical et ils se génèrent à la volée selon les besoins, selon ce qu'on veut. Bon, maintenant pour la définition, juste pour vous montrer, donc là c'est un peu moins beau parce que c'est technique, mais en gros ce qu'on a décidé de faire, c'est que quand on encode une définition, on écrit un texte et on le balise un peu comme on balise en XML un texte. Donc quand on a un peu l'habitude, on voit ici que, vous voyez, CC c'est composante centrale. SCC, Simple Central Component. PC c'est Peripheral Component. Et donc, le texte qui est tapé, okay, ici comme de nature, négatif, affect, etc., et ça correspond à des actants, il est balisé et donc il a un statut. Donc par exemple, si on prend un truc plus simple, donc le négatif par exemple, ça correspond à une composante qu'on peut éditer et... parce qu'il y a un truc important, je ne peux pas tout vous montrer, mais si j'édite cette composante périphérique, on voit qu'on lui donne un nom, l'encre c'est ce à quoi elle se rattache. Donc elle se rattache à la composante qui est Simple Central Component, donc ce truc. Et ici c'est le rôle. Role, ça veut dire que chaque composante qu'on crée, elle est balisée avec un rôle donné. Et donc c'est comme pour la polysémie, on identifie les rôles, donc les types de composantes de façon inductive. Donc quand on trouve un type de composante et on dit on n'a pas, et donc lui, elle est balisée comme pour ce qui relève de la polarité, mais vous voyez, j'ai des tas de valeurs possibles.
ce qui permet de normaliser. Donc cette définition qui apparaît ici, en fait ici j'ai moins d'informations que ce qu'on a véritablement. Ici, ce truc plus ou moins positif ou négatif, ça en fait c'est encodé, c'est la polarité. Donc éventuellement, si vous voulez récupérer tous les types de polarités qu'on a pour des sentiments ou d'autres types de choses, on peut extraire automatiquement ce type d'informations pour normaliser, faire des patrons de définition. Donc comment on a défini ça? État psychique. Donc quand on définit aussi, on peut lier un nœud. Donc j'ai décidé de faire une relation de définition entre l'entrée sentiment et état psychique, ce qui fait que dans cette variante-là, je peux toujours cliquer sur état psychique et ça va m'ouvrir l'article de dictionnaire d'état psychique. Okay? Et dans le réseau qu'on affiche, on voit un lien qui est un lien d'inclusion définitionnelle. Donc comment on a défini sentiment, composante centrale, donc c'est sentiment de X vis-à-vis de Y, et ça veut dire que c'est une composante faible, ça veut dire qu'elle est optionnelle. Un sentiment, c'est vis-à-vis de quelque chose, causé par quelque chose ou pas, mais il pourra exister des sentiments où ça n'est pas présent. Donc c'est un de ces cas un peu particuliers de prédicats qui ont en fait une position actentielle optionnelle. Il est à 2 ou 3 actants. Et ça, c'est un truc tordu, mais qu'on est obligé d'entrer. C'est parce qu'en français, on dit un sentiment d'amour, un sentiment de haine. Notez, on ne dit pas une émotion d'amour. Et sentiment, c'est donc un générique qui admet cette structure, et ce qui va instancier cette position actentielle, c'est un sentiment. Et donc, c'est un actant très particulier, une position actentielle très particulière qui a à voir avec la combinatoire de sentiments en tant que terme générique. Donc, ces sentiments de X vis-à-vis de Y de nature Z, c'est un état de X causé par Y. Peut-être, c'est pas lexicaliser la cause dans le nom de sentiment, mais tout a des causes possibles dans le monde, mais de nature Z, donc ça c'est une composante très particulière, qui est une composante comme redondante, en fait, ce qui va instancier ça contient sentiment dans sa définition. Okay? Et je l'ai mentionné, je crois déjà, mais c'est très intéressant. On dit un sentiment d'amour et pas une émotion de peur, alors qu'en anglais, emotion a le même régime que sentiment. A feeling of love, an emotion of love. Et donc, c'est comme ça. Alors, composante faible, positif ou négatif. Ça veut dire que la notion de polarité, on peut la prévoir pour les noms de sentiments. Ils tendent à encoder le fait que c'est positif ou négatif. Mais en même temps, ils peuvent être neutres. On peut avoir un vrai nom de sentiment qui ne dit rien sur la polarité. Donc, la polarité, c'est important. Et il y a 2 polarités, positif ou négative. Il n'y a pas cette idée de... Ça peut être graduel éventuellement, mais ce n'est pas inhérent. Plus ou moins intense, et ça, c'est mis. Parce que quel que soit le nom de sentiment, les magnes s'appliquent à l'intensité. Il faut chercher des collocatifs intensifieurs, et donc, il y en a qui disent que le sentiment est intense, il y en a qui disent que le sentiment est peu intense. Mais s'ils disent rien, il y a quand même un curseur qui est présent, nécessairement. Donc on ne l'a pas mis, ça, l'intensité, comme une composante optionnelle, parce qu'il y aura toujours cette chose-là. Alors qu'il y a des sentiments, des noms de sentiments qui ne pourront pas être la cible de polarité. Okay? Et donc, c'est un état psychique et blabla, tout ça, et qui affecte X. Si on appelle quelque chose un sentiment, on veut dire que ça affecte. C'est pour ça que le terme technique affect est aussi utilisé, c'est parce que justement, il y a cette idée d'avoir un effet sur. Donc, elle vaut ce qu'elle vaut, cette définition. Mais on peut garantir que tous les sens utilisés ici sont plus simples que sentiments. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser ces sentiments pour les définir. Et quand même, bah ouais, c'est un état psychique qui est positif ou négatif éventuellement, qui est plus ou moins intense et qui affecte. Et après, tout ce qui correspond à ça, ce sera un sentiment, en français. Donc là, on est arrivé au bout, là j'ai même dépassé le temps, donc il faut arrêter. Mais bon, j'avais pensé que si on a du temps, on peut faire des exercices, mais on peut voir si vous avez des demandes. Donc j'avais pensé de prendre un nom de sentiment, essayer de le définir. C'est un peu difficile. Ou bien la locution dont on avait parlé, mouton noir,
comme c'est lié quand même au sentiment, parce qu'un mouton noir, en fait, si on dit quelqu'un est un mouton noir, il fait éprouver certains sentiments aux gens. Donc ça se définit et ça peut être le fun de le faire, de le pratiquer, mais je pense qu'on peut laisser en fonction de... Je peux prévoir des séances beaucoup plus légères ou on peut cet après-midi repartir de là, on verra. On est libre, on est dans les clous, grosso modo. Ça va ? Donc on a réglé les principes de la définition, comment on les encode, l'édition lexicographique pour de vrai, à quoi sert la définition, et on a même parlé des thésaurus. Je pourrais vous retrouver le passage où Joey lit sa lettre faite avec un thésaurus, mais je pourrais vous donner quel épisode c'est, quelle saison. C'est vraiment trop drôle. Le pauvre Joey. On arrête alors. Et parce qu'on se voit tout à l'heure à 2h 3 heures. 3 heures, ok, on a le temps.